Bonjour, c'est Thomas Reverdy pour Culture is the New Black. Donc, si vous étiez un personnage de roman, qui seriez-vous? Je pense au jeune Smith de La solitude du coureur de fond de Silito, un auteur anglais. C'est une histoire qui raconte comment un très jeune homme, un adolescent, qui est retenu dans une maison de redressement, une espèce de prison pour adolescents en Angleterre, on est au début des années 70, est choisi pour être en quelque sorte le champion de la prison pour la course de fond cross, qui doit opposer les prisons du comté, ou je sais pas quoi, ou peut-être de toute l'Angleterre. Et ça lui donne des moments de liberté, on lui permet de s'évader pour courir, d'aller, enfin pas de s'évader évidemment, mais d'aller plus loin que les limites de la prison et tout ça, de passer des heures à courir dans les bois. Alors il en profite, et puis on arrive jusqu'au moment de l'épreuve, et là en fait, il a conscience qu'il est en train de courir pour rapporter une médaille pour une bande de types en costume gris qui l'ont enfermé en prison. Et il décide de renoncer. Et donc on le voit courir en tête, et puis à un moment, il s'arrête. C'est lui qui devrait gagner, il court plus vite que tout le monde, il est doué pour ça. Et il s'arrête, et il laisse tous les autres détenus des autres prisons, les autres champions, lui passer devant. Et c'est un pied de nez qu'il fait au directeur de sa prison, qu'il avait hypocritement soutenu en fait. Et donc ce pied de nez, ou ce personnage, puisque la question c'est quel personnage on aimerait être, c'est un adolescent avec toute la force de l'adolescence, toute sa liberté, son audace, et en même temps, la nouvelle très judicieusement fait reposer cette force sur sa capacité de renoncement. Voilà, c'est ça qu'il fait. C'est qu'à un moment, il dit non, je ne jouerai pas votre jeu. Si vous pouviez vivre dans l'univers d'un roman, lequel ce serait? Je prendrais volontiers un univers très dépaysant où toutes les aventures sont possibles. Alors peut-être de la fantaisie, quelque chose comme Bilbo le Hobbit, hein, une contrée heureuse où on peut aussi bien décider de cultiver ses légumes entre hobbies ou partir à l'aventure et rencontrer des elfes, des nains, des ogres, etc. Si vous pouviez dîner avec un auteur, qui choisiriez-vous? J'ai pas mal d'auteurs en stock parmi les morts à qui on aimerait poser deux, trois questions. Mais je pense que celui avec lequel la conversation serait sans doute à la fois la plus profonde et la plus agréable, ce serait Montaigne. Bon, il nous faudrait un petit décodeur parce que je ne parle pas tout à fait couramment la langue du début du XVIe siècle ou même de la fin. Mais si Google fait ça et qu'on peut ressusciter les gens, dîner avec Montaigne, ce serait vraiment quelque chose de très plaisant à mon avis parce que je l'ai toujours lu avec l'impression de discuter avec lui. J'ai toujours eu cette impression de conversation parce qu'il a des images et des exemples très simples à l'appui de tout ce qu'il raconte, qui s'interroge avec humilité et que donc je pense que c'est quelqu'un qui est capable de discuter. Il s'interroge plus qu'il n'apporte de réponse, je veux dire. J'ai toujours eu l'impression que c'était un peu comme mon grand-père, quoi. Et en plus, la langue de 1570, en fait, elle ressemble quand même beaucoup au patois qu'on parle encore dans le Périgord et avec cet accent-là. Alors j'ai l'impression que ça ne me gênerait pas trop qu'ils se mettent à rouler les airs. Voilà. Si vous deviez lire un seul livre pour le reste de votre vie, lequel ce serait? Ah, je sais ça, parce que j'ai un roman fétiche que je porte et que j'emporte partout, à tous les moments de ma vie, et que j'ai relu un nombre, enfin je ne peux même pas compter combien de fois j'ai relu ce roman, et toujours en y trouvant de nouvelles choses. Il s'agit de Mémoires sauvées du vent de Richard Brautigan. C'est un roman dont on n'a jamais trop bien su s'il était autobiographique ou pas, et dans lequel il revient sur un épisode qui est arrivé au narrateur, en tout cas, dans son enfance, quand il avait une douzaine d'années et qu'il vivait avec sa mère dans un logement prêté par l'assistance publique. Ils étaient pauvres, c'était pendant la guerre et c'était des années de grande dépression aux États-Unis. Et il avait l'habitude de faire l'école buissonnière avec un de ses voisins.
Et ce voisin a récupéré une carabine 22 long rifle sur une brocante ou dans un garage. Et, euh, et à un moment, le petit Richard se retrouve avec quelques dollars en poche. On est au mois de février, il pleut, il est en train de se promener en ville, c'est maussade. Et il y a en ville, à côté de l'armurerie, un restaurant de hamburgers. Mais, dit-il, il n'a pas faim. Et il rentre bêtement dans l'armurerie acheter une boîte de balles pour mettre dans la carabine et pour aller tirer des pommes avec son copain dans le champ d'à côté. Et puis, il y a un accident et évidemment, il tue son copain. Et tout le roman est construit d'une manière très très touchante, comme un retour un peu en spirale sur cet événement. Après, il entre en sixième et puis il fait des exposés. Alors il décide de faire un exposé sur le hamburger parce qu'il a l'impression que de ne pas avoir acheté un hamburger plutôt qu'une boîte de balles ce jour-là, ça a changé sa vie et ça l'a fait basculer dans la tragédie. Et c'est un roman qui est à la fois très drôle et très tendre et qu'on peut lire comme une évocation tendre et amusée de l'enfance, aussi d'une période des États-Unis un peu perdue, un peu passée, des personnages qu'on ne croise plus, avant l'invention de la télé en couleur, dit-il, et en même temps, évidemment, qu'il y a cette charge tragique qui fait qu'on peut le lire aussi comme quelque chose de très humain, très profond et finalement un peu triste. Et selon le moment où on le lit, le moment dans la vie, et puis aussi le moment je veux dire, dans sa vie affective et psychologique, eh ben, on y trouve des choses différentes. Et donc, je crois que c'est un roman qui peut nourrir toute une vie. Oui. Si vous deviez décrire votre dernier livre en un mot, lequel ce serait? Vertige. Ce serait le vertige à la fois de replonger dans son passé, dans celui de ma mère qui est le passé d'un passé, donc une espèce de fantôme, dans un lieu hanté. Le fait de le faire à un moment de ma vie où moi-même, je suis devant une sorte de saut dans le vide, qui est de décider de m'autoriser à vivre une autre vie. Et ouais, c'est le mot vertige qui viendrait. Si vous deviez choisir une seule citation de votre dernier livre, laquelle ce serait? Ah. Je ne sais pas trop comment interpréter cette question parce que ce serait un peu fade de me citer moi-même. Mais il se trouve qu'on écrit avec beaucoup de livres en tête, comme quand on lit et qu'on a d'autres références. Et donc, les livres sont toujours truffés de citations qui ne sont pas forcément destinées à être vues par le lecteur. Alors, il y en a certaines qu'on met en italique parce qu'on veut qu'on les remarque. Par exemple, cette citation de Sandrard dans la prose du Transsibérien qui dit à la fin du premier paragraphe, là, dans la première page, qui dit « Quand on aime, il faut partir ». Et enfin, si vous deviez donner une raison de lire votre interview dans Culture is the New Black? Ah ben parce que c'est l'interview de quelqu'un qui s'interroge et c'est un roman que j'ai écrit à un moment où moi-même je m'interrogeais beaucoup et où j'étais très, comment dire, sensible à nos perturbations, à nos défaillances, à nos questionnements, à nos fragilités et que je pense que c'est quand même ça qui fait la vie.